France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF pour cette nouvelle semaine qui commence avec vous. Et en direct pendant 2 heures tous les jours, vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000, réagir sur les différents sujets que vont vous proposer dans un instant nos chroniqueurs du jour. Et le sujet à la une, aujourd'hui, il y a eu 2 interventions majeures ce week-end. L'une sur Al Jazeera, signée le président Macron qui tente d'éteindre l'incendie avec les pays musulmans. Et Jean Castex hier soir sur TF1, 2 discours qui peinent à convaincre. Du coup, est-ce que, selon vous, ils vous ont convaincu, que ce soit Jean Castex et Emmanuel Macron? Pour l'heure, la tendance est très favorablement au non. Sur Twitter, le grand forum FM2, vous pouvez encore évidemment voter. Et on en reparlera tout à l'heure sur France Maghreb 2. Nous aurons une invitée exceptionnelle pour parler des relations franco-turques qui sont tumultueuses en ce moment. Vous le savez, Ousnour Sirem sera avec nous tout à l'heure. Elle est présidente de Red Rédaction. Elle sera avec nous tout à l'heure pour nous éclairer sur la situation. Avec nous pour nous accompagner aujourd'hui en ce lundi, Monsieur Nasser Lajili. Comment ça va, mon Nasser? Bah ça va très bien. Christophe, je te remercie, impeccable. Monsieur Gamal Abina aussi de la partie. Comment il va, Monsieur Gamal? Ça va très bien, j'espère que vous allez tous bien après ce dimanche. Oui, après ce dimanche, premier week-end de confinement. Ça va, ça se passe bien le confinement, les gars? Franchement, je vois pas la différence entre le confinement et le couvre-feu. Parce que je vois autant de monde dehors. C'est clair. C'est triste à dire, mais voilà. Mais, sauf dans les transports, ça c'est quand même un peu atténué. Absolument. Ouais, et c'est pas un mal d'ailleurs. Hein, nous on est tranquille, on respire. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Alors, mon cher Gamal, tu vas nous parler de repentance. Absolument. Sous quel angle? Sous 2 angles qui risquent de pas plaire. On en parle maintenant? Non, absolument pas. On fait le teasing là pour l'instant. On va teaser alors. On va teaser. Voilà. On va faire des teasings. Voilà, moi j'ai pas. Toi, t'as pas, toi? Je sais pas. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. On commence par un petit quiz, les amis. Oui, puisque vous le savez, on démarre toujours par un petit quiz. Bien sûr, dans cette émission, pour voir un petit peu si vous avez quelques petites connaissances. Le quiz. Voilà. Le temps que le jingle se déclare. Allez, c'est parti avec une première question, messieurs. Élection américaine, vous savez que c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Qui devient le 33e président élu aux États-Unis? On est en 1976. 76. Carter. Carter. Oui, c'est ça. Jimmy Carter. Bonne réponse. Un des meilleurs présidents. Quel gangster est tué au volant de sa voiture? C'est à Clignancourt, à Paris, en 1979. Mesrine. Jacques Mesrine. Eh oui, bonne réponse, Jacques Mesrine, qui avait fait quand même balader quand même les condés, comme on dit, hein. Ouais, pas mal de temps. Ouais, absolument. 3e question. Je cherche un compositeur, mais aussi chanteur, parolier et acteur américain mort en 1991. Il avait l'avantage de maîtriser l'anglais et le français, d'ailleurs fort bien, avec des titres assez connus, le Lac majeur, mais aussi Tango Papa, Tango Charlie, etc. Ah oui, Mort Schumann. Mort Schumann. Ah ouais, pas de ton époque, ça, mon Ça, c'est la classe. Ah. Mortimer. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et non pas sur Nostalgie, rassurez-vous. Ou Chéri FM. Ou Chéri FM, ouais. Absolument. Je sais pas s'il passe du Mort Schumann, Chéri FM. Bien sûr. Voilà, Mort Schumann, donc mort en 1991. On continue avec une autre question. Je cherche à présent une reine de France née à Vienne en 1755. 55? Ouais. Marie-Antoinette? Marie-Antoinette, bonne réponse. Je cherche à présent un animateur de télé mais aussi de radio, mais aussi comédien, né à Toulouse en 1960. Il est présent régulièrement, quotidiennement même sur TF1. Oh, aucune idée. Ah, Arthur, non? Non,
Non, Toulouse. Non, Toulouse. Toulouse. Oh là là, Il a fait de la radio, il fait de la télé, une émission célèbre tous les midis. C'est pas les amours là. Kretschmann là, ou je sais pas. Reichmann, exactement. C'est marrant, Reichmann en plus. Jean-Luc Reichmann. Bon anniversaire à toi, Jean-Luc. Je cherche à présent une actrice, mais aussi une chanteuse française naturalisée suissesse, morte en 2019. Il y a tout pile un Annie an. Cordy. Non, ce n'est pas Annie Cordy. 2019. Suissesse, je dis une bêtise. Oui. En 2019. Oui, elle est morte il y a un an. Ah, tout pile. elle a joué avec. Elle est actrice aussi. Oui, actrice. Ah, avec Belmondo, comment elle s'appelle déjà. Elle est née en France, mais elle a été naturalisée suissesse. Non, je veux très bien qui c'est. J'ai plus son nom, mais. Marie. Ah ouais, Marie Laforêt, donc, qui nous a quitté il y a tout pile un an. C'est parti, les amis. Dans un instant, on va parler de repentance avec Gamal Abina. À suivre, vous allez pouvoir nous appeler évidemment au 01 40 33 9000 pour réagir à la question que vous posera monsieur Gamal Abina dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et bon courage si vous êtes en voiture à l'image d'Amokran et de Christian qui vont encore ne pas respecter le confinement et rouler, mais c'est pour la bonne cause et pour le travail évidemment. Bon courage à toutes et tous. Bien sûr, vous qui êtes en voiture, ça doit rouler un petit peu mieux, non, sur Paris les gars, ou pas? Moi, franchement, j'ai pas eu de difficulté pour venir jusqu'ici, donc ça va. Oui, Gamal qui nous parle de la voiture alors qu'il ne conduit pas. Mais bon. Si, je conduis, mais je Toi, conduis pas. j'ai jamais vu conduire. Parce que je vais pas conduire à Paris, il n'est pas marqué fou. Gamal Abina C'est qui vrai a que fait c'est pas- sensation la semaine dernière avec son sujet sur le racisme. Et on va voir ce qu'il adviendra de cette semaine avec un sujet que tu as choisi d'évoquer avec nous, la repentance. Gamal Abina, nous t'écoutons. Nous sommes au lendemain de la révolution algérienne qui a démarré il y a 66 ans, le 1er novembre 54, pour être très précis. On appelait ça la Toussaint Rouge du côté français, parce qu'il y a une série d'attentats qui sont déclenchés sur tout le territoire national algérien, qui était encore occupé par la France. Et ça devait donner le jour, c'était le jour symbole de démarrage de l'insurrection qui durera 7 ans et demi, qui s'achèvera en 62 après à peu près 1,5 million de martyrs côté algérien et 30 000 soldats français tués. Pourquoi je parle de cela? D'abord parce que ça a un sens pour moi au niveau historique. Je n'existerais pas si l'Algérie n'avait pas été indépendante. C'est la première des choses. La seconde, parce qu'effectivement, après un bain de sang si long qui a duré 132 ans, une véritable nuit de barbarie tenue par le colonialisme qui est venu pour piller le pays et non pas éduquer la population, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on parle d'Algérie en France, il y a une crispation instantanée qui s'installe. Le rapport politique est malsain depuis toujours. Macron a essayé un petit peu de décrisper ça, mais il n'en demeure pas moins que tous les politiques ont un problème avec le rapport avec l'Algérie. Ici comme là-bas d'ailleurs, il ne faut pas le perdre de vue. Et on parle souvent, lorsqu'on parle des crimes coloniaux, du fait qu'il ne faille pas en parler, qu'il faut tourner une page qui n'a pas été écrite évidemment, et qu'il ne faille surtout pas parler de rapports de tension qu'on va léguer à la jeunesse, ne pas exprimer les choses, ne pas traduire les choses, même si M. Macron a nommé à un poste important Benjamin Stora pour écrire cette histoire qui n'est toujours pas écrite, rappelons-le, qui n'est toujours pas enseignée non plus. Et on nous parle souvent de ne pas reconnaître ces crimes coloniaux pour deux raisons. La première, parce qu'effectivement, ça salirait et ternirait l'image de la France, pays des droits de l'homme, autoproclamé. Et la seconde, surtout, c'est ça ouvrirait la voie, selon certains, ce qui n'est pas vrai en vérité, mais bon, à des indemnisations. Les accords d'Évian les interdisent de toute façon, quoi qu'il arrive. Et la problématique qui se pose, c'est de se dire, est-ce que l'Algérie demande de l'argent à la France? La réponse est non. Elle ne demande pas l'argent, le pays est ruiné, je parle de la France, et l'Algérie n'a pas besoin de l'argent de la France. En revanche, une réalité, c'est que systématiquement, lorsqu'on parle d'écrire les pages de l'histoire sanglante française, on nous oppose non à la repentance. Alors que, paradoxalement, à chaque fois qu'il y a un attentat dit terroriste sur le territoire français, là, on nous impose la repentance. On nous demande de demander pardon pour un déséquilibré ou un malade mental qui vient de l'étranger très souvent, qui va tuer des gens au nom de je ne sais qui, pas de notre nom bien évidemment, sur lesquels nous allons supporter le poids de ce meurtre alors que nous n'avons aucune part là-dedans, et on nous demande la repentance. Donc je pose une question très simple. Dans un cas, on refuse la repentance à un pays et à tout un peuple, après des crimes avérés,
comptabilisé, sanctionné par l'histoire et surtout écrit par certains historiens honnêtes. Il ne faut pas en parler. Le dernier en date était le 8 mai 61 à Paris. 300 Algériens tués par des policiers, je le rappelle, pas une seule poursuite. Et dans l'autre cas, il y a un terroriste qui va tuer quelqu'un et on nous demande tous, parce qu'on est renvoyé à une islamité qui est très fabriquée en vérité par les médias, et on nous dit, ce type-là a tué au nom de votre religion, donc vous demandez pardon. Eh bien, je réponds simplement, est-ce qu'on doit, nous, en tant qu'arabo-musulmans, et j'associe toujours les deux parce que le racisme est toujours orienté vers les Arabes, en tant qu'arabo-musulmans, devons-nous demander pardon pour des crimes que nous n'avons pas commis? Et la France ne devrait-elle pas la première demander pardon pour les crimes qu'elle a commis? Voilà une question qu'elle est très claire. Tu parlais du 17 octobre 61 plutôt que du 8 mai, non? Oui, je parlais du 17 octobre. Oui, t'as dit 8 mai, c'est pour ça. Ah, excusez-moi, 8 mai, c'est autre chose. C'est un autre Oui, crime. c'est ça. 8 mai 45, c'est le premier crime. 45, sétif, Galma, Ah, c'est Khalata, Khalata, etc. excusez-moi pour le calme. Voilà, 01 40 33 9000. La question Gamal Abina vous la pose clairement. Est-ce qu'on doit demander pardon finalement quand il y a des crimes commis au nom de votre religion, alors que la France n'a toujours pas demandé pardon pour les crimes qu'elle a commis en l'occurrence en Algérie et durant 132 ans de colonisation? Eh bien, la question est posée. Nasser, langue choisie par Gamal Abina, t'inspire un petit peu avant d'accueillir Mehdi au téléphone? Alors, par rapport au sujet de Gamal, c'est Oui, ça? absolument, oui. Oui, non, mais je considère qu'il a tout à fait raison. Je rejoins complètement ce qu'il dit. Parce qu'effectivement, on n'est pas responsable de ce qui peut se passer sur le territoire français. Quand un terroriste passe à l'action, pourquoi demander aux musulmans de se justifier sur ce genre de crime? Effectivement, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, et on a aujourd'hui une nouvelle génération, comme tu le dis si bien Gamal aussi, c'est qu'on a une nouvelle génération qui ne connaît pas aussi l'histoire. Absolument. Et aujourd'hui, on leur demande de s'excuser ou, je veux dire, de ne pas donner d'informations sur ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai travail de fond là-dessus. Il y a un vrai travail de fond. Mehdi est avec nous au 01 40 33 9000. Il nous appelle d'où, Mehdi? La région parisienne. Comment ça, mon Mehdi? Tu travailles ou pas? Confiné? Comment ça se passe? Non, ça bosse. Tu Ça bosse toujours. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis dépanneur automoto. Voilà, service. Un dépanneur automoto, d'accord, effectivement, oui, ça marche, oui, forcément. Alors, mon Mehdi, est-ce qu'on doit demander pardon quand il y a un crime commis au nom de ta religion? Demander pardon, je sais pas si on doit demander pardon, mais c'est la question en elle-même, je trouve qu'elle est très grave parce que avec tout ce qui se passe, je sais pas si y en a qui devraient demander pardon avant nous. D'où le reportage, absolument. Le rapport, c'est que quand on parle de musulmans, quand on parle quand on tient des propos dans la communauté, excusez-moi, je sais pas comment dire, j'ai du mal à le sortir, de la communauté, ils disent ça gay, je crois, c'est ça? Vous êtes islamophobe, pas islamophobe, homophobe, c'est ça? Ah, les gays. Oui, d'accord, ok, oui, l'homophobie. Hein? Oui. Faut pas que vous l'ayez sur le bout de la langue, sinon vous êtes homophobe. Pour tout ce qui est religion, tout le monde sait très très bien que ça n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, en France, il y a un climat délétère qui est très mauvais. Et je pense que les musulmans en France n'ont pas à s'excuser, n'ont pas à se justifier. Donc pour vous, c'est clair, c'est non. Ils doivent être solidaires. Ça, il y a un peu de boulot à faire. Être solidaire avec la République, pour la République. Et l'autre question, est-ce que la France devrait demander pardon pour ces crimes? L'État français. Qu'elle a commis en Algérie notamment. Avéré. Est-ce que la France doit demander pardon, Mehdi? Est-ce que la France doit demander pardon? C'est une question normalement qui devrait même pas être posée parce que le nombre de fois où la France a demandé pardon dans d'autres génocides et crimes contre l'humanité qu'elle a commis, elle a déjà demandé pardon. Et pour les Algériens, enfin pour les Arabes en général, je pense que la France elle a encore un petit peu dans le sang, un petit peu de racisme qu'ils ont du mal à se défaire. L'esprit colonial existe toujours pour certains. Ils s'en sépareront de ce racisme arabe, je vais pas dire musulman parce que ils côtoient, parce qu'il y a des musulmans partout dans le monde. Quand vous allez du côté de la Malaisie, de l'Indonésie, il y a des musulmans partout. Mais concernant l'arabe, c'est spécifique, le racisme à l'arabe. Donc ils ont du mal avec nous et j'espère qu'ils réussiront à se défaire de cette maladie, maladie qu'ils ont dans les veines. Voilà. Merci Mehdi, merci de ton appel en tout cas et à très bientôt. Bon courage mon Mehdi, merci à toi.
01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Est-ce que la France doit demander pardon pour les crimes qu'elle a commis en Algérie? Est-ce que les musulmans, en l'occurrence les arabo-musulmans, doivent demander pardon à chaque fois qu'il y a un attentat commis au nom de leur religion? C'est la question que vous pose Gamal Abina Mondji de Marseille. Salut Mondji. Salut Christophe, salut Gamel, salut tout le monde. Bonjour. Salut. Voilà, j'aime bien aimer l'angle d'attaque de Gamel, même je suis pas d'accord sur tout, mais j'aime bien cet angle d'attaque parce que moi en l'occurrence je parlerai pas de repentance ni de demander pardon, mais juste d'enseigner l'histoire, c'est juste d'ouvrir les livres de l'histoire et en fait d'apaiser l'histoire. Moi je me rappelle très bien. J'étais à la sortie du film qui a fait grand bruit alors que personne l'a vu, Hors la loi. On était une dizaine de personnes, une dizaine de militants à l'époque. J'étais au pire et on se fait attaquer par les fachos de l'Ouest là-bas avec Éric Ciotti en tête du cortège. Et en fait on a parlé avec eux et de fait. Les gens qui étaient là, ils connaissaient même pas l'histoire du 8 mai 45. C'est pour ça que je dis il faut enseigner l'histoire, parce que tout simplement, et en plus dans le film, c'est ceux qui l'ont vu, il y a juste un petit passage sur le 8 mai 45. Il n'y a pas vraiment un travail historique sur la question du 8 mai 45. C'est un superbe film que je conseille à tout le monde. La repentance, c'est pas, c'est un terme religieux, moi je sais pas dans cette considération-là, mais je comprends bien ce que veut dire Gamel. Il faut enseigner l'histoire, il faut travailler sur la pacification de l'histoire, ce qu'ils font les Américains très bien, il n'y a aucun problème, même si c'est pas un modèle, mais par exemple ils font dans la filmographie, il y a beaucoup de films, par exemple comme Ligne verte, ils parlent de ce qui se passe en Irak alors que leurs soldats ils sont encore sur place, ils n'ont pas ce complexe-là. Alors que la bataille d'Alger, par exemple, a été interdite en France jusqu'en 2000, je crois. Il y avait des cinémas qui ont été attaqués parce qu'on a voulu diffuser le film de la bataille d'Alger. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment ce problème-là, en fait, cette conception de l'histoire qui a poussé même des députés à les promouvoir le bienfait de la colonisation. Mais on marche sur la tête. Voilà, il y a des députés de droite qui ont passé une loi. Ce Sarkozy, me semble-t-il. Non, c'est sous Chirac qu'ils ont tenté de la passer en 2005. Pour défendre les bienfaits de l'histoire. C'est sous Chirac, c'est pas Sarkozy, c'est Chirac. Voilà, exactement. Et après, je reviens sur la question, le deuxième pan, c'est la question de demander pardon quand il y a un terroriste qui commet un attentat. On est dans un pays de droit et la responsabilité, elle est individuelle. Là, on parle d'un côté, on parle d'un État. C'est pour ça, moi, je parle pas de pardon, parce que les gens qui sont à la tête de l'État actuellement, ils n'étaient pas aux affaires à l'époque. Mais il y a une continuité de l'État. C'est l'État, on parle d'enseigner l'histoire. Mais là, de l'autre côté, la question de la responsabilité, je veux dire, individuelle. Moi, je suis pas responsable de ce qu'il a fait le type là au truc, mais moi le jeudi même, le jour même de l'attentat, j'étais avec une amie, j'ai demandé rien à personne, j'ai pris un bouquet de fleurs et j'étais à la cathédrale de la Major à Marseille, déposer une fleur avec un petit mot. D'ailleurs, Mondji, rien ne justifie. Pardon. Mondji, oui, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actes très sympathiques hier à l'occasion de la Toussaint, notamment à Trappes. Je salue d'ailleurs le maire que je connais bien, qui s'appelle Ali Rabé. Élus, rabbins, imams, chrétiens, prêtres ont planté un olivier pour le signe de la paix. C'était magnifique. Et il y a eu plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que de manière spontanée, beaucoup de musulmans aussi se sont déplacés vers les cathédrales pour les protéger. Les Néo-Zélandais qu'on m'a appris ça. J'ai appris ça de la Nouvelle-Zélande. Lorsqu'on a attaqué les mosquées à Christchurch, spontanément, ils sont partis devant les mosquées. Ils ont affirmé leur solidarité. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient coupables de ce qu'il a fait le type. Mais ça veut dire qu'ils sont solidaires de ça. C'est dans ce sens-là que moi, je suis parti avec mon ami devant la cathédrale de la Major, déposer une gerbe de fleurs et mettre un petit mot pour dire rien n'est justifié de toucher à la sacralité de la vie. Mondji, voilà. Je peux te tacler un petit peu. Alors, t'es content que la constitution algérienne a été adoptée à 66,8%? On l'attendait, celle-là. Hein, Mondji? Bon, je ne pas là-dessus. En fait 66% sur 23%.
En fait, c'est oui pour ça en vrai. Oui, mais Juste un point important. Il faut savoir que majoritairement dans les villes militaires, les militaires ils ont voté contre. Ça veut dire les militaires ils voulaient pas être des miliciens pour les guerres pour l'Arabie Saoudite ou l'Émirat. ouais, ça bug, hein, mon ami Manji. Il fait référence à l'armée les extérieure. militaires, ils ont voté contre les interventions extérieures. Voilà. Ouais, là, L'armée algérienne doit rester de ses frontières, c'est tout. C'est pas une armée pour aller servir des choses. Oui, mais Manji, Gamal, parce que vous êtes d'accord, mais Manji et Gamal, vous n'êtes pas sans savoir quand même que l'Algérie se situe au milieu de pays où il y a des conflits un petit peu partout. Et en cas de besoin, va-t-on dire, il y a quand même plus de 1000 km de frontières, hein, si je ne m'abuse. Oui, mais on défend. Là, je il y a un moment. On défend les frontières, uniquement les frontières. Oui, je suis contre d'accord, on défend mais les bon. frontières. On va pas servir comme il a fait Sissi avec l'armée égyptienne qu'il a envoyé seconder l'armée sioniste dans le Sinaï ou seconder les miliciens de Haftar en Libye. D'ailleurs, la France est impliquée. Bon, en tout cas, la majorité a décidé que ça serait oui, quoi. Donc voilà. Hein. Oui, mais bon, la majorité, c'est laquelle? Le président, il a passé le fauteuil. En Algérie, on passe les fauteuils, on passe pas le flambeau. Ouais, mais il y a peut-être un problème de culture de vote aussi. Hein. Ça, il y a pas la culture du vote. Non, il y a une culture de vote, il y a une très forte culture du vote, il y a une culture du boycott aussi. Oui, quand Bouteflika a été élu à 98%, oui, bien sûr. C'est un vote qui sert à rien. D'accord, voilà. Merci mon Manji, à bientôt. 01 40 33 9000, Anis est avec nous, beaucoup de monde pour répondre à la question de notre ami Gamal Abina aujourd'hui. La France doit-elle demander pardon pour les crimes qu'elle a commis durant la guerre d'Algérie, durant la colonisation? Et est-ce que pour autant les arabo-musulmans de France doivent demander pardon à chaque fois qu'un attentat est commis sur son sol, comme ce fut le cas encore jeudi dernier à Nice? Anis, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Ça va mon Anis? Bon, alhamdoulilah. Confiné ou pas confiné toi? Ah bah écoute, moi j'ai la chance de par ma profession d'être en télétravail, enfin chance entre guillemets d'être en télétravail, mais ce confinement, je pense que il relève plus d'une décision politique que sanitaire. Mais enfin, c'est mon point de vue. Le conseil scientifique a dit d'ailleurs ce matin, déclare qu'on en a au moins jusqu'à Noël, les enfants. C'est clair et net, oui, au moins jusqu'à Noël, et je pense qu'on ne déconfinera jamais. Voilà, je pense que il n'y aura. J'ai entendu ça quelque part, oui, effectivement. Il y en a qui disent, des observateurs qui disent, vu dans l'état où on est aujourd'hui, on ne déconfinera plus jamais. Ça sera plus jamais comme avant. Et y compris des scientifiques de haut niveau. Oui, absolument. Non, mais que ça soit plus comme avant, c'est une chose. Mais dire que ça sera jamais déconfiné, non, je ça s'arrêtera en avril-mai. Dès les premières chaleurs, ça va revenir. Non, mais quand il parle quand il parle de, sur le terme, voilà, sur le terme, mais surtout sur le fait que les restrictions de liberté vont être de plus en plus importantes. Ça on est d'accord. Voilà, et c'est pour ça que de toute façon plus rien ne sera comme avant. Ça on est d'accord. Voilà. Oui, mais le fait d'accepter que plus rien ne sera comme avant, je pense que c'est un discours défaitiste et qui peut relever d'une certaine duplicité. Vous êtes pour l'insurrection, monsieur Anis? Pardon? Vous êtes pour une insurrection, vous? Écoutez, je ne suis pas pour une insurrection. Oui, parce que sinon je vais faire comme Pascal Pro, hein, attention. Je pense tout simplement que les populations sont à la croisée des chemins. Soit elles vont réagir et s'élever contre ces mesures totalement liberticides et guidées par un agenda qui n'est pas seulement sanitaire, qui est aussi sécuritaire et qui est à la veille d'un great reset au niveau économique. Donc là, pour ceux qui pensent que ce sont des tartufferies, je les invite à creuser le sujet de façon beaucoup plus profonde, puisque les documents et les déclarations existent sur ce sujet. Oui. Et si le système met à mal un petit peu partout via des relais au niveau des institutions internationales. François Asselineau sort de ce corps. Pardon. Je plaisante. Non, je te taquine, Anis. Alors, pour répondre à la question de Gamal. Non, comme j'ai pas entendu, j'aimerais bien que tu répètes. Non, j'ai dit François Asselineau sort de ce corps. Ah non, pas du tout. Non, mais je plaisante, Anis, on peut plus rigoler avec vous. Oh. Non, mais pas du tout. Non, c'est-à-dire que vous rigolez, mais en même temps, vous n'accordez pas d'intérêt à mes arguments. Mais pourquoi tu dis ça, Anis? Mais qui t'a dit ça? Justement, t'as écouté. Est-ce que, franchement, Anis, sois sincère avec moi. Est-ce qu'il y a une radio? Est-ce que tu connais... Attends, laisse-moi parler, Anis, sinon on va pas y arriver. Est-ce que tu connais une radio qui te laisse justement t'exprimer de la sorte? Franchement, sois honnête avec moi.
Non, mais je pense, je pense, Christophe, que toutes ces radios, etc., vont finir par sauter. Parce que moi, ma perspective à moi, c'est-à-dire que je pense que nous sommes à la fin d'un cycle, bien entendu économique, mais aussi au niveau politique. Je crois que le système est à bout de souffle et que il va finir par s'effondrer que sur lui-même. Voilà. Bon. Alors Anis, pour répondre à la question de Gamal, à savoir est-ce que la France doit demander pardon pour les crimes qu'elle a commis durant la colonisation en Algérie, les 132 ans et surtout pendant la guerre d'Algérie, d'ailleurs dont c'était l'anniversaire du déclenchement le 1er novembre 54. Est-ce que la France doit demander pardon et en même temps est-ce que les arabo-musulmans doivent demander pardon pour les crimes qui sont commis au nom de leur religion, mon cher Anis? Bah écoute, mon cher Christophe, concernant cette histoire de repentance liée à la guerre d'Algérie, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on remet cela sur le tapis en ce moment même. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une raison à cela particulière? Il n'y a pas d'anniversaire sur le sujet au niveau de la guerre d'indépendance. C'est le 5 juillet, il n'y a rien dans l'agenda qui justifie qu'on mette cette question en ce moment sur la table. 1er novembre 54, Alice. 1er novembre 54. Oui, bien sûr. Ah oui, quand même. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au-delà de cela, moi je suis très inquiet sur les risques de guerre civile qu'il pourrait y avoir dans notre pays en France. Alors c'est un autre débat, mais qui est très intéressant parce que c'est vrai. Alors, je suis assez d'accord. Je vais demander à mes amis Nasser et Gamal ce qu'ils en pensent. Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est finalement otage de deux clans. Effectivement, de ces tarés qui commettent des attentats au nom d'une religion, et puis en même temps tout ce qui est la fachosphère et l'extrême droite et compagnie qui ont un et unique même projet, celui d'installer peut-être un climat, mais j'allais dire peut-être d'installer une espèce de guerre civile dans notre pays. Et puis nous, on se retrouve otages au milieu de tout cela. Gamal, qu'est-ce que t'en penses? Je ne crois pas un instant à la guerre civile, pour deux raisons. La première, parce que la dernière guerre civile qu'il y a eu en France, c'était en 1870. C'était les communards. D'accord, une barricade, massacre de la population par les forces de l'État. Ça, c'est une guerre civile parce qu'il y avait deux groupes organisés qui étaient opposés idéologiquement et structurés. Là, ce qu'on observe actuellement, il y aura des dérives, il y aura forcément des crimes qui vont être commis de part et d'autre. Un climat de guerre civile. Non, même pas, parce qu'une guerre civile est alimentée. Il n'y a jamais aucune guerre civile qui ne reçoit pas de soutien étranger, militaire et armé et idéologique. On prend la guerre civile espagnole de 36 à 39. Il y a d'un côté les Russes qui soutiennent les républicains et puis tout un tas d'organisations militantes d'extrême gauche, et de l'autre côté les fascistes qui soutiennent Franco. Il y a donc une alimentation de la guerre pendant 3 ans par deux forces en présence et par les forces extérieures. Le Liban, c'est pareil, on a plusieurs forces qui interviennent pour la guerre civile. La Yougoslavie, c'est pareil, il y a les Russes d'un côté, les Américains de l'autre. Il y a des mondes derrière. En France, il n'y a pas ces éléments constitutifs qui permettraient d'alimenter une guerre civile. En revanche, le climat délétère va conduire à des crimes de loups solitaires. Il y en a beaucoup qui commencent à se montrer, qui vont effectivement tuer d'un côté et de l'autre, mais ce ne seront pas des guerres civiles, ce seront des crimes. On est loin d'une guerre civile, doit être organisée, structurée, et il doit y avoir une idéologie qui est structurante et qui permet d'emmener des gens avec soi. Là, c'est pas le cas. Nasser, guerre civile ou pas? Pas guerre civile, mais par contre, oui, il y a des vraies questions de fond. Quand on parle, on peut l'appeler comme on veut, mais je considère qu'il y a une tension qui règne, qui va risquer de faire des dégâts. Donc effectivement, on pensait la même chose quand il y avait les banlieues qui étaient en feu en 2005, donc personne s'y attendait, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a compris que derrière, exactement, je pense qu'il y a un climat qui est délétère, qui est catastrophique. Il y a les médias aussi qui alimentent ce genre d'initiative. Quand on voit CNews, BFM, ce qu'on invite comme personnes, comme chroniqueurs autour de la table, on voit bien que c'est des gens qui sont proches de la fachosphère. Donc oui, effectivement, la situation, elle est palpable, et je crains le pire si les choses ne s'arrangent pas au fil du temps. Alice, pour conclure. Bah écoute, pour conclure, je serais en partie d'accord avec ce qu'ont dit très très bien vos chroniqueurs. Il y a, je pense, un risque réel de guerre civile, parce qu'il y a vraiment, contrairement à ce qui a été dit il y a un instant, des gens qui poussent dans cette direction. Je pense à quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, qui appartient à un courant
pseudo-assimilationnistes et qui essayent de d'emmener à la confrontation justement les différentes dites communautés, bien que la République ne reconnaît pas les communautés, mais il y a de fait des communautés qui risquent de s'affronter en mettant de l'huile sur le feu. Et par ailleurs, l'État français étant particulièrement affaibli, il est devenu le terrain de chasse d'intérêt catégoriel extrêmement puissants qui sont susceptibles de pousser dans cette direction. Donc moi, ce que je pourrais nous dire à nous, les Français de confession musulmane, ou pas, ou simplement des musulmans culturels, c'est de faire très attention, évidemment, on n'a pas à demander pardon de quoi que ce soit, mais en tout cas à condamner les actes barbares d'où qu'ils viennent, et faire preuve d'un bon comportement et ne pas céder à la provocation par tous les relais médiatiques qu'il peut y avoir ici ou là, ou même dans notre vie quotidienne pour ce qui est de chacun d'entre nous. Je crois qu'on va traverser encore pour de nombreux mois une période extrêmement difficile, extrêmement tendue à ce niveau-là. Et je ne serais pas surpris malheureusement de voir d'autres attentats parce que encore une fois il y a des intérêts Castex l'a dit hier dans cette direction et je ne serais pas surpris de voir également des attentats frapper notre propre communauté, et donc là il va falloir faire preuve de beaucoup d'abnégation, de patience pour les mois, voire les années qui viennent. Merci Mohanis, à bientôt et bonne soirée. Merci de ton appel. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question que vous pose Gamal Abina, à savoir est-ce que la France doit-elle demander pardon pour les crimes qu'elle a commis en Algérie. On parlait de camps de concentration d'ailleurs en Algérie, Gamal. Oui, bien sûr, en 45. Ouais, en 45, oui. Mais tout à l'heure, j'ai bien apprécié l'intervenant, l'auditeur qui vient de Marseille. Oui, Mondji. Quand il disait on a un gros souci, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. Et il a raison là-dessus. Ouais. Quand on a juste à vérifier, à voir les cérémonies qui sont organisées sur le 17 octobre 61, on a très peu de gens de la nouvelle génération ou de ma génération qui sont présents. Ouais, donc là, il y a une transmission qui doit être faite. Pour répondre à ce qu'il vient d'être dit là, parce que le truc de la guerre civile, ce qui me gêne, c'est que c'est l'extrême droite qui relaie beaucoup ça. C'est un mensonge évidemment. Et je vais donner un exemple très concret pour expliquer un peu. On est à quelques jours des commémorations de la nuit de cristal en Allemagne nazie, donc. C'est un État d'extrême droite, évidemment, qui est au pouvoir. Les Juifs ne sont que 600 000 en Allemagne à ce moment-là, en 1938, le 9 novembre. Après qu'un diplomate ait été tué, ils ont été massacrés. Il n'y a pas eu de guerre civile, il y a eu massacre. Et ça peut arriver qu'il y ait des massacres, effectivement, mais c'est des massacres d'un État. Ce n'est pas le peuple qui va tout seul, même avec des réseaux sociaux aujourd'hui, structurer une organisation pour taper. Les plus excités sont les identitaires. Il y en a un qui vient d'être abattu. C'est vous dire que la police fait son travail de deux côtés, il ne faut pas le perdre de vue, pour que précisément il n'y ait pas d'organisation qui puisse s'affronter d'un bloc et de l'autre. Et il n'y en aura pas parce qu'il n'y a pas de soutien étranger. Je rappelle encore une fois qu'une guerre civile, si elle n'est pas alimentée en armes et en idéologie par l'étranger, ne peut pas arriver. Est-ce que la Turquie, on peut considérer qu'elle non, elle n'a aucune influence. Mais d'ailleurs, il y a une association turque qui va être dissoute mercredi, absolument. Donc, mais tu vois, mais ça c'est politique. Ça mais même le discours politique de Darmanin, exemple de ce matin, dans son intervention chez Bourdin, c'est violent. C'est violent quand on constate qu'aujourd'hui, qu'il a dit dans les 15 jours, on va dissoudre le CCIF, Baraka City, nous avons dissous Baraka City, Cheikh Yassine, etc. Et de l'autre côté, on laisse des associations comme la LDJ, comme le Bétar, etc., qui sont présents dans notre territoire. Alors, il faut être très clair sur un truc. Monsieur Darmanin, sur les danseuses juives. Ouais. Bon, d'abord, ils ont une revendication identitaire qui n'a rien à voir avec le judaïsme, c'est du sionisme. Donc, bien sûr. Ça devrait être la LDS, la Ligue de défense sioniste. Mais bon, pour être plus clair avec le rapport Darmanin. Le problème de ce monsieur-là, c'est qu'il a un passé. C'est pas n'importe qui. C'est un produit sarkozyste, c'est un enfant de Harki, enfant de fils de Harki, et apparemment, il règle des comptes. Alors, je dis pas qu'il le fait automatiquement, mais le sentiment qu'il donne général, comme l'a été à l'époque Najet Bougrab, elle a bien travaillé, c'est pas elle. Tous les enfants, les fils et filles de Harki ont un problème d'identité très profond et ont besoin d'en faire des tonnes. Et concernant le problème des organisations musulmanes qui sont attaquées, parce qu'on parle bien d'organisations musulmanes qui se revendiquent comme telles, c'est qu'elles ne s'appuient pas sur le droit. La France, c'est un état de droit. Lui, il fait des décrets pour imposer l'interdiction, mais c'est illégal. Et si il conteste ces décrets, il gagne en justice. Parce que depuis quand on fait une interdiction d'une organisation sans fondement juridique ?
juste sur le fait du prince. Mais moi, je m'inquiète pas pour le CCIF. Non, mais moi non plus, mais c'est pas le problème. C'est pour ça qu'ils prennent du temps sur le CCIF, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des cadres devant des avocats, des juristes. Il n'y a pas de fondement juridique. Ah, ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer le leader de Baraka. Ils ont demandé l'asile en Turquie. Oui, c'est logique, c'est politique. Et ensuite, l'organisation qui a été dissoute, encore une fois. Surtout. Oui, c'est symbolique. C'est pour leur casser les pieds qu'il a fait ça. Ouais. Mais l'organisation qui était dissoute turque, là, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les attentats. C'est un rapport délétère entre Sarkozy, parce que je nomme la personne qui tire les ficelles. Monsieur Sarkozy déteste les Turcs et pousse Macron à détester les Turcs. Donc ce rapport-là conduit à faire quoi? À sanctionner la Turquie, quelle que soit l'angle. Et on sera très intéressé par ce qui sera dit tout à l'heure par la présidente de rédaction qui nous éclairera là-dessus. Mais effectivement. Osnon Sirem. Osnon Sirem, absolument. Nous sommes avec Choukri qui nous appelle de Nanterre. Bonjour, mon Choukri. Bonjour à tous. Bonjour Choukri. Confiné ou pas confiné, Choukri? Confiné, confiture et marmelade. Oh, c'est parfait, bravo. Ouais. Bon, on en a moins un qui est discipliné, hein, t'as vu, on est tous en plateau, là, personne n'est confiné. Et il a de l'humour. Bon, mon Choukri, on t'écoute. Ouais, c'était pour revenir en ce qui concerne les excuses de la France envers l'Algérie. Oui. Honnêtement, je vois pas à quoi ça sert d'insister de leur demander des excuses, on n'en aura jamais. Alors, du coup, nous, de notre côté, on les laisse chanter, comme on dit. On les laisse chanter. Ils font leur marmelade. On s'en fout. Par contre, il faut pas confondre le peuple français, le gouvernement français. Bien sûr. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir. C'est leurs ancêtres qu'on fait des conquêtes, des colonisations. Non, on parle bien de l'institution en France, on parle pas du peuple, ça n'a rien à voir. Je distingue toujours les peuples et les dirigeants. On parle de l'État. C'est l'institution, l'État. Bien sûr, on est d'accord. Voilà, du coup, on n'a pas à demander, nous, au peuple français, de s'excuser au nom de ce qu'ont fait leurs ancêtres. Voilà. Deuxièmement, vous avez parlé d'un risque de guerre civile. Oui, vous y croyez ou pas, vous? J'ai vu une vidéo, j'espère que c'est pas vrai, que c'est vraiment de l'intox. C'est notre ami Zemmour. Il disait qu'il y avait justement une brigade de police spéciale qui était entraînée avec des types de l'armée israélienne pour leur apprendre comment rentrer dans les cités, un peu comme à Gaza. Oui, c'est vrai. Le projet Ronce. Oui, exactement. Projet voilà, Ronce. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, si c'est une réalité, ça fait flipper. Ça fait flipper. C'était aussi, je voulais signaler, par exemple. Rapidement, parce que j'ai la pub. Vas-y, D'accord. Il y a une demoiselle trois demoiselles qui ont été agressées il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Au Champ de Mars, près de la Tour Eiffel. Et ça, personne n'en a parlé aux infos. Il y a une demoiselle qui a été grièvement blessée, une deuxième qui a été blessée à l'estomac, au bras et poignardée. Tout simplement parce que elles sont musulmanes et elles portent un voile. C'est ça. Merci mon Choukri, à bientôt. Et dans un instant, on continue de prendre peut-être un ou deux appels parce que ça intéresse visiblement ce sujet. Et avant que nous parlions des discours du week-end de Emmanuel Macron sur Al Jazeera et de Jean Castex hier sur TF1. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur notre radio France Maghreb 2. Voilà, on est de retour tranquillement. C'est lundi. Bon début de semaine avec nous. Aujourd'hui, Gamal Abina, Nasser Lajili. Je vous rappelle notre invité tout à l'heure. On parlait des relations franco-turques avec Osnour Sirem, qui est la présidente de Red Rédaction. Tout à l'heure, on va parler un petit peu de cette relation tumultueuse. On parlera aussi du Haut-Karabakh, évidemment, vous savez, l'Azerbaïdjan, qui est soutenu d'ailleurs par la Turquie. De quelle manière? On lui posera la question tout à l'heure. Et bien entendu, avec vous aussi au standard au 01 40 33 9000 pour
terminer, j'allais dire conclure sur ce sujet, et ces questions que vous pose Gamal Abina sur le fait de demander pardon. La France doit-elle demander pardon pour ce qu'elle a fait en Algérie? C'est la question que vous posez Gamal. Et puis, en substance aussi, est-ce que les arabo-musulmans doivent demander pardon quand il y a un attentat commis bien, au nom de leur religion? C'est la question que vous pose Gamal Abina. Avec nous, Nasser Lagili également, et Mohamed qui est avec nous, il nous appelle de Champigny, c'est ça? Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne. C'est ma ville, ça. Comment ça va, mon Mohamed? Ça va, alhamdoulilah, et vous allez bien? Bah, très bien. Confiné ou pas, toi, Mohamed? Non, enfin, confiné, ouais, quand on travaille pas, sinon on travaille. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon Mohamed? Je suis commerçant. Un commerçant? T'es fermé alors? Pardon? T'es fermé alors? Non, je suis pas commerçant, j'ai pas de local, je suis commerçant. Ah oui, tu nous l'avais dit, c'est en ligne, toi, c'est sur internet, c'est ça? C'est bien. Exactement. Ça, c'est pratique, ça. C'est On peut faire un pratique, petit peu de Mohamed. tout, quoi. Villiers-sur-Marne, sur les Hautes-Nous, parce que j'étais de là-bas à l'époque. J'ai passé ma jeunesse là-bas. Ah, d'accord, ok. J'adorais. Un ancien. Ah, bien sûr. Ah oui, ça, oui. La vieille époque. Un ancien. Gamal, c'est un ancien, C'est oui. l'époque des cocos. Voilà, c'est ça. Ah, c'est la meilleure époque. Absolument. La meilleure époque. Bon, alors, en substance, mon cher Mohamed, pour répondre à la question de Gamal Abina. Non, en fait, non, bien évidemment que la France, elle doit s'excuser pour les crimes qu'elle a commis. Hein. Mais franchement, honnêtement, je sais très bien que jamais de la vie ils s'excuseront pour ce qu'ils ont fait. Il y a eu un pas, pourtant, durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron en Algérie qui avait fait un pas dans ce sens. C'était de la communication. Moi, je pense que c'est de la com, c'était pour essayer de s'attirer justement les votes de la communauté algérienne, et puis peut-être même des autres musulmans, originaires peut-être même du Maroc ou de la Tunisie, tout ça, parce que forcément, on est tous normalement quand on parle de ça, on est tous solidaires quand même. Absolument. Mais comment dire, non, ils s'excuseront jamais. De toute manière, la France, elle se pose toujours en tant que donneuse de leçons. C'est très simple, mais jamais de la vie, ils regardent dans le rétroviseur. Ils regardent pas ce qui s'est passé derrière. Par contre, pour des crimes, et là je rejoins un des auditeurs qui a été, je sais plus, qui a bien parlé aussi tout à l'heure, je sais plus c'était lequel, je crois qu'il s'appelle Mehdi. Il a dit quelque chose que, en fait, elle s'est excusée pour des crimes. Donc je pense qu'il devait parler des crimes qui s'est passé pendant la Shoah et tout ça. Mais par contre, la France, elle a rien fait, hein, la France, hein, pour moi. Je veux dire, il y a eu des collabos, c'était plus le peuple qui. Mais je veux dire, la France elle-même, elle n'était pas. Moi, je vois pas la France comme un pays qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, par exemple. Mais elle s'est excusée. Non. D'abord, il faut être très clair, elle l'a fait qu'une seule fois, il faut le souligner. C'était avec Chirac en 98, quand il a parlé du Veldiv et qu'il a reconnu les crimes de Vichy. Il distingue d'ailleurs Vichy du gouvernement français. Mais la France a commis des crimes. Ils ont quand même livré 275 000 juifs aux nazis et ils étaient tellement sympas avec les nazis qu'ils leur ont donné des enfants que les nazis ne réclamaient pas. Donc effectivement, c'est un crime qui ne se discute même pas. Mais c'est la seule fois où la France... Est-ce qu'elle ne l'a pas fait sous la pression? Non, elle l'a pas fait sous la pression. Elle l'a fait... Enfin, si, une pression communautaire. Honnêtement, je ne le savais pas. Moi, je pensais réellement qu'elle avait fait ça sous la pression. Mais par contre, ce qui s'est passé en Algérie, c'était vraiment une volonté. Après, il y a plein d'histoires. La livraison des Juifs aux Allemands, c'était sous la pression. Non, pas du tout. Hein. C'est une idée reçue. Parce qu'il y avait de grands antisémites en France. Lorsque Pétain donne mandat à son ministre Laval de faire livrer des Juifs, ils vont tellement vite qu'ils organisent ce qu'on appelle une milice qui est destinée à ça, avec la collaboration de la police nationale française, qui n'est pas seulement vichiste, et ils vont chercher les Juifs chez eux. Ils les mettent dans le Veldiv, dans un entrepôt, puis après dans un dépôt à Drancy, mais ils vont chercher tous les Juifs, enfants inclus. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et je vous renvoie un film formidable, Elle s'appelait Sarah. Je vous invite à le regarder, il est extraordinaire, il dit beaucoup de choses sur cette période assez sale. D'accord, c'est encore pire que ce que je croyais. Mais par contre, nous, là aujourd'hui, si on me demande, ouais, Mohamed, est-ce que tu dois t'excuser pour le crime qui a été commis sur les autres attentats qu'il y a eu? Je dirais non. Moi, j'ai jamais fait de mal à personne, sauf quand quelqu'un est venu m'agresser ou quoi que ce soit. Enfin voilà, quand il y a eu en gros. Mais sinon, moi, j'ai fait de mal à personne. Je peux dire que je suis carrément contre le fait de tuer quelqu'un, peu importe au nom de quoi et pourquoi. Je veux dire, voilà, il y a d'autres solutions avant d'arriver au meurtre. Un assassinat, pardon. Mais de là à venir m'excuser, non, je suis désolé. Pour moi, il y a qu'un mec comme Chalgoumi qui peut aller s'excuser sur des plateaux, des machins comme ça. Et puis en plus, il faut pas oublier que lui, il parle que pour lui. Il ne représente pas la communauté musulmane en France. Donc non, il faut pas s'excuser parce que pour moi, s'excuser, c'est avouer un crime que l'on n'a pas commis. Je ne vois pas pourquoi j'irais m'excuser. Je suis d'accord. Voilà. Merci en tout cas à toi, mon Mohamed, et puis merci à vous. Bon confinement et bonnes affaires avec ton commerce en ligne. Merci, à très bientôt. Gentil, bon courage. Merci. Dans un instant, on s'intéresse à Macron et Castex. Oui, les deux
Parce qu'ils ont parlé tous les deux dans deux sujets distincts, quoique. Bon, on a aussi évoqué le terrorisme hier en première ligne sur TF1 avec Jean Castex. Vous ont-ils convaincu Emmanuel Macron sur Al Jazeera, Jean Castex sur TF1 ? C'est pas franchement pour les mêmes choses, mais en tous les cas, des discours qui peinent à convaincre. Du coup, est-ce que vous avez été convaincu ? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, le grand forum FM2, et en nous appelant dans un instant au 01 40 33 9000. Une rentrée scolaire pas comme les autres aujourd'hui, entre protocoles sanitaires renforcés, en plein reconfinement et avec un hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné il y a un peu plus de 2 semaines. 12 millions d'élèves lui ont rendu hommage aujourd'hui en respectant une minute de silence. Certains incidents ont été signalés dans plusieurs établissements scolaires de France, notamment à Nantes, où une trentaine de personnes ont jeté des projectiles sur le corps enseignant devant un lycée. Une personne au moins a été interpellée. Pour aider les libraires, la ministre de la Culture annonce la diminution des tarifs postaux pour les livres commandés. Une diminution par 3 ou 4 pour soutenir les librairies fermées. Et Roselyne Bachelot a aussi appelé à ne pas commander sur les plateformes en ligne. Elle a ajouté, je cite, « Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver ». Il n'y aura pas que de vagues épidémiques. D'après le Conseil scientifique, il faut s'attendre à de nouveaux regains épidémiques à la fin de l'hiver et au printemps prochain. Le pic des hospitalisations, lui, devrait avoir lieu à la mi-novembre et devrait baisser si le confinement est efficace. Le groupuscule des loups gris devrait être dissous en France. Le ministre de l'Intérieur compte prononcer sa dissolution en Conseil des ministres. Il s'agit d'un groupuscule ultra-nationaliste turc qui serait à l'origine de plusieurs incidents ces derniers jours en France, notamment des rixes opposant des communautés turques et arméniennes. J-1 avant l'élection présidentielle aux États-Unis, les 2 candidats pour la Maison-Blanche terminent aujourd'hui un marathon de meetings. Le démocrate Joe Biden a prévu aujourd'hui un dernier meeting surprise dans l'Ohio, un État traditionnellement acquis aux républicains. Donald Trump, lui, doit enchaîner pas moins de 5 meetings dans 5 États clés pour clore sa campagne. Coup d'envoi aujourd'hui du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le tournoi de tennis se joue à huis clos en raison de la situation sanitaire. Le premier tour se joue en ce moment. Ça passe pour le Français Corentin Moutet. Dans le tableau également, on compte Raphaël Nadal, Dominic Thiem ou encore Stefanos Tsitsipas. Bonne soirée à notre écoute. Merci Erika, rendez-vous à 18h pour le prochain. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Opération communication, messieurs, dames, pour le gouvernement, pour le président de la République. D'abord, sur Al Jazeera, il a voulu parler au monde arabe. Vous savez qu'il y a un appel au boycott. Nasser en avait parlé d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, de ces produits français. Le président de la République a tenu à mettre les choses au clair, à mettre les choses au point avec justement le monde arabe, en déclarant notamment, parmi les grandes phrases de son discours, que la France n'a aucun problème avec l'islam, mais la France a un problème avec des terroristes qui commettent des actes, des attentats au nom de l'islam. Il assure que les mondes arabes ne l'ont pas compris, on a déformé ses propos et qu'il n'a donc rappelé à plusieurs reprises qu'il n'a aucun problème avec l'islam, avec cette religion qui fait partie intégralement de la France. Ça c'était donc samedi sur Al Jazeera, et hier soir Jean Castex, invité de TF1, pour répondre à toute cette petite fronde aussi des petits commerçants qui, vous le savez, ont fermé boutique depuis vendredi, et ils sont montés à la fronde. Ils ont créé une fronde pour dénoncer justement l'ouverture de ces grands magasins qui vendent finalement ces produits que les petits commerçants ne peuvent plus vendre puisqu'ils sont fermés. Du coup, Jean Castex a tenu à faire cette petite mise au point hier soir sur TF1. J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Nous ne reviendrons pas, c'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, je dois vous dire... Pas de réouverture dans l'immédiat. Pas de réouverture, madame. Et je vois même qu'il faut que toutes et tous, au-delà des commerçants, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous respections ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. J'entends, je comprends qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre
tel produit, des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface, je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Voilà, Jean Castex hier, donc à partir de demain matin, les enfants, les grandes surfaces ne pourront plus vendre ces produits non alimentaires, à savoir des livres, des fleurs et que sais-je encore, puisqu'on n'a pas le détail de tous ces produits. Est-ce que, en partie, Gamal, il a répondu à ces petits commerçants qui sont en colère, et on peut les comprendre. Il n'a pas répondu du tout aux petits commerçants, c'est une plaisanterie que j'apprécie pas du tout. J'ai entendu avec beaucoup d'attention les discours de M. Macron qui nous avait annoncé qu'il donnerait au plus plutôt, 10 000 euros pour les entreprises qui seraient lésées. On a appris après, par la suite, qu'ils ont un petit peu épuré tout ça et que finalement, il n'y aura que 1 500 euros. Ils ont fait le même coup que le premier confinement. J'ai discuté avec des commerçants qui sont en train de souffrir et qui vont bientôt déposer le bilan à cause de ça. Oui. Parce que des commerces, par exemple les fleuristes, eux ne feront pas leur saison. Donc eux, c'est bon, ils mettent la clé sous la porte. C'est pas 1 500 euros qu'on leur jette à la figure qui va compenser non seulement les pertes en salaire, mais les pertes en loyer, mais les pertes en chiffre d'affaires, et ils ne peuvent pas vivre, je veux dire. Donc non, c'est pas sérieux. Ensuite, c'est vrai que le favoritisme des grands contre les petits est évident aujourd'hui. Je veux dire, les grandes enseignes ont pu vendre des livres ou des fleurs. Les petits ont été fermés de force par la police. Il y a un problème de gestion en termes de l'État. Et ce qui fait rire, c'est qu'il dit qu'en plus, c'est pour mettre l'économie à l'abri. Je comprends pas de quoi il parle. Nasser, est-ce qu'il t'a convaincu, Jean Castex, aussi bien Castex que Macron d'ailleurs sur Al Jazeera? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça m'attriste de voir que notre pays aujourd'hui est en train de souffrir et on s'attaque aux plus faibles, aux plus petits surtout, qui essayent de s'en sortir, qui essayent de sauver leur peau, parce que là on va se retrouver dans une crise mais insurmontable. Franchement, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est qu'aujourd'hui, moi je suis d'accord, hein, même avec Gamal, on en parlait, mais effectivement, il y a beaucoup de commerçants avec qui je parle et ils sont dans le désarroi total. Ils sont perdus. Aujourd'hui, de fermer une partie d'un magasin parce qu'ils vendent des livres, etc., franchement, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Et pour vous, il aurait fallu laisser ouvert les petits commerçants. Bien sûr. Bah donc, ça sert à rien de parler de confinement si on laisse tout ouvert, les enfants. Non, mais après, c'est à la conscience des gens. Quelqu'un qui achète des fleurs. Mais non, il faut être très clair. Tout est accessible, Christophe. Via Internet, tout est accessible. Bien sûr. Ah bah oui, c'est Amazon qui se gave. Hein. Bah voilà. Alors pourquoi autoriser Amazon de continuer à vendre des choses alors que les petits commerces sont dans l'interdiction totale? Bah oui. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu contradictoire. Mais de toute façon, le confinement est en soi déjà contradictoire, mais bon. Bien sûr. Et je voudrais terminer aussi avec ce que tu disais, Christophe, sur l'intervention du président de la République au monde arabe. Oui. D'ailleurs, c'est assez surprenant et marrant de voir que maintenant, Al Jazeera est devenue une chaîne potable pour s'adresser au peuple arabe. Oui. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Et donc, tu as un double discours. Donc, tous ceux avec qui on parlait, on leur disait, vous avez un double discours, ils sont en train de faire exactement la même chose. Castex qui va s'adresser directement aux Français et Macron qui va s'adresser aux Arabes. Mais les Arabes, ils attendent pas ça. Ils attendent des vraies excuses. Assumez vos propos, assumez vos paroles. Et donc, pourquoi avoir un double discours? Le français, il ne faut pas qu'ils entendent ce que je vais dire aux Arabes. C'est ce qui est en train de se transmettre comme information. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est clair. Moi, ce qui me fait rire, il a raison sur un point, et je me réfère toujours, j'aime bien la littérature, particulièrement Molière, qui se moquait beaucoup des grands et des puissants, et qui faisait beaucoup de pièces de théâtre qui carituraient ces puissants. Et une pièce me plaisait particulièrement parce qu'on a eu l'occasion d'utiliser Molière pour ridiculiser Tariq Ramadan en disant le Tartuffe, que vous connaissez tous. Mais moi, j'utilise Molière pour dire, en parlant des puissants, donc, les fourbes. Les fourberies de Scapin. Scapin étant le puissant. C'est un fourbe qui nous parle. Parce qu'Al Jazeera a été monté, ils ont refusé qu'elle ait une chaîne française, je le rappelle, ça a été refusé. Et devient, c'est pas n'importe quoi Al Jazeera, c'est 26 millions de potentiels auditeurs. Donc M. Macron prend le canal le plus puissant du monde arabe pour y aller. Alors je rappelle qu'Al Jazeera, c'est frères musulmans, ce que n'est pas l'Arabie, qui est plutôt wahhabiste, et que Al Jazeera a, semble-t-il, posé problème à temps en France, et c'est plus le cas. C'est qu'il a commencé à revoir sa copie. Mais ce qui m'amuse le plus dans cette histoire, vous savez c'est quoi? C'est que quand on tape au portefeuille, étrangement, les excuses arrivent assez vite. Quand on dit on va boycotter, c'est la panique à bord. Parce que le boycott des petits produits de consommation, c'est une chose. Mais le plus gros boycott qui lui a fait peur, c'est le boycott des armes.
C'est des marchés monumentaux. Et M. Macron devait s'exécuter parce que tous les vendeurs en France qui sont déjà en difficulté économique à cause du Covid lui ont rappelé qu'il n'a pas intérêt à faire l'imbécile sur le plan international. C'est la raison pour laquelle il s'est exécuté devant Al Jazeera pour présenter des fausses excuses, prétendant qu'on est trop bête pour le comprendre. Il ne défendait pas les caricatures, mais la liberté. Je suis désolé, le premier discours qu'il a tenu, le premier discours était clair. Il a dit « Je défends les caricatures, donc de Charlie ». Et je rappelle une dernière fois, moi, on me pose souvent la question « Est-ce que tu es Charlie ?» Je ne suis pas Charlie, je déteste ce torchon. Et je le dis à dessein. Je le déteste parce que c'est un journal vulgaire. Les dessins sont sales. Je rappelle qu'à l'époque, c'était Villemain et toute une collection de professeurs Sauron. Bref, c'est pas des têtes. Hein. Ils étaient écœurants. Et surtout, je déteste Charlie parce que depuis quand on devrait être à l'index de Charlie? C'est quoi ces blagues? C'est un journal privé, des capitaux privés, des types qui délirent. C'est même pas un journal intellectuel. C'est rien. Moi, je suis plutôt favorable à des journaux intelligents comme Le Canard enchaîné, dans lequel exerçait Cabu, malheureusement, le regretté. Mais je n'accepte pas qu'on nous mette à chaque fois cette stupidité en tête. Vous êtes pas Charlie. Je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas nazi. Est-ce que vous avez vu, messieurs, parce que j'ai vu ça passer ce week-end, que le ministère de l'Intérieur avait mis à disposition des Français un numéro vert pour dénoncer une personne qui serait susceptible de se radicaliser. Grande tradition. Ça nous rappelle quand même des heures sombres de l'histoire. Mais c'est un scandale, c'est grave. Aujourd'hui, tout va être ouvert. Donc, tiens, mon voisin, je le déteste, je vais appeler tout de suite la police en leur disant, tiens, il porte le niqab et une grosse barbe et ils sont en train de faire des trucs bizarres, donc j'aimerais bien qu'on aille contrôler ce qui se passe chez eux. Non, mais on Est-ce que c'est une preuve d'impuissance, finalement, des services de renseignement? Non, c'est plutôt... Non, c'est de l'opération marketing, ça c'est du baratin. Vous savez, en 40, il y avait 40 millions de Français en France. Les autorités de Vichy, comme on les appelle, donc les autorités d'État français, ont reçu 80 millions de courriers de délation des voisins de palier, qui étaient juifs ou pas d'ailleurs. Donc ce genre de choses-là, ils savent parfaitement que ça va donner une disproportion délirante et que le numéro vert sera saturé très rapidement, mais c'est juste pour donner le sentiment, et c'est cosmétique, dénoncer votre voisin de palier parce qu'il y a un terroriste qui pourrait venir de Turquie ou de Pologne, je sais où. Moi je tiens quelque chose, les chroniqueurs qui m'emmerdent, je vais appeler le numéro. Bonne idée. Ah ouais, c'est une bonne idée. Moi, les dentistes qui m'emmerdent, je vais appeler le numéro. Marseille, là-bas? Oui, un petit peu. D'accord, ok. Il est plus rien, lui, là-bas, d'ailleurs. C'est un raté. Il soutenait Raoult à mort. Maintenant, il a soutenu Raoult comme un fou. Maintenant, il sait plus quoi faire. Il soutenait à l'époque Asselineau. Mais Asselineau a pris la main dans le sac, entre guillemets. Il sait plus quoi faire. On a compris qu'il était. Il est plus rien, c'est un loser. Bon, alors on accueille Rim qui nous appelle, elle, de Lausanne. On est en Suisse. Bonjour, Rim. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous, ce qui est bien avec la Suisse, c'est que vous ne mêlez jamais de rien. Vous êtes le parfait, j'allais dire, neutralité, là, coincé entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Et le coffre-fort. Exactement, et le coffre-fort. Mais à la base, je suis française. Alors, on s'est installé là depuis 4 ans. Oui. Ça va, ça se passe bien là-bas? Ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes confiné ou pas en Suisse? Pas du tout. Comment? Est-ce que vous êtes confiné en Suisse? Actuellement, non. 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 Par contre, ils nous ont demandé de mettre des masques dans la rue maintenant et dans les transports publics. Oui. Et il y a des endroits où il y a plus quand il y a du monde, quoi. Alors que la semaine dernière, on pouvait circuler dans la rue sans masque. Mais dès qu'on arrive dans une rue piétonne, on met le masque. D'accord. Vous savez, les Suisses, ils sont très disciplinés. Hein, c'est clair. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Très ils vont pas commencer à râler parce qu'ils touchent à ça. Oh, on n'est pas d'accord pour ça. Non, quand ça va pas, ils proposent un référendum et c'est le peuple qui choisit. La votation. Ouais, ce qui est pas mal d'ailleurs. Ouais. Alors, ma chère Rim, ce qu'on n'aura jamais en France. Oui. Qu'est-ce qui vous fait réagir, ma chère Rim? En fait, c'est la première question parce qu'entre-temps, j'ai pas trop écouté la radio. J'avais juste écouté au début concernant si la France doit dire pardon, doit s'excuser. Ah oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Bon, il est un peu trop tard, mais je pense que oui. Et aussi, surtout, dans les manuels scolaires, on devrait plus développé sur l'histoire de la guerre d'Algérie, les massacres de Sétif, toutes les choses qu'on ne voit pas dans les manuels scolaires. Ce qui n'est pas enseigné aujourd'hui. Actuellement, ça a changé depuis mon époque. Et moi, à mon époque, quand je passais le brevet où on faisait de l'histoire, c'était toujours sur la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et la guerre d'Algérie, on l'a survolée, mais vite fait. On parlait de Gaulle, on restait pas dessus très longtemps. Alors je ne sais pas si c'est pour éviter que certains jeunes de maintenant prennent conscience de ce qui s'est passé, mais pour moi l'histoire c'est important. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, il faut pas oublier. Il faut toujours le rappeler, il faut pas oublier, il faut pas que ça se reproduise. Pour moi la guerre d'Algérie ou
les autres guerres, de tout ce qui, par rapport à la France qui a colonisé pas mal de pays, d'empires, ça devrait être dans les manuels scolaires, les avantages, les inconvénients de cette colonisation qui a quand même fait des massacres. Quel temps fait-il à Lausanne? Aujourd'hui, c'est très beau. Ah oui, vous avez de la chance. Vous n'avez pas de neige encore? Non, pas encore. Comme je suis déjà intervenue il y a 2 ans, oui. Ici, quand il neige, tout de suite, je vous ai dit, les Suisses, ils sont très disciplinés. Alors, il y avait plus de neige à une certaine période. Les Suisses s'équipent automatiquement. Ils n'attendent pas que la neige arrive et que tout le monde panique. Non. Oui, ils paniquent pas les Suisses, c'est clair. Merci beaucoup, Rim. Merci. À bientôt du côté de Lausanne, en Suisse. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bah oui. Ah non, mais les Suisses, c'est vrai qu'ils sont très disciplinés, les gars. C'est clair. Attention. On devrait prendre exemple. Oui. Ils sont même limite psychorigides parfois. Un peu, oui. Un peu. Bon. Discours Macron sur Al Jazeera, discours Castex sur TF1, vous ont-ils convaincu? Vous êtes 6% à nous dire oui, sur Twitter, le grand forum FM2, et ça a pas mal voté, ce qui est pas grand-chose, 6% quand même. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Pourquoi Macron a raté sa sortie? Ou peut-être, Gamal, Nasser, Macron a-t-il parlé trop tard aussi au monde arabe, non? Vas-y, Gamal. Mais moi, je pense qu'il ne devrait même pas parler au monde arabe, il devrait d'abord parler aux musulmans de France. Il parle au monde arabe parce qu'il a peur pour son porte-monnaie. Non, il faut être très clair. Il n'a pas parlé trop tard, il a parlé très vite parce qu'il est en panique. Ça s'appelle du rafistolage. C'est des explications alambiquées, ça ne tient pas la route et malheureusement pour lui, les gens ne sont pas dupes. Mais je considère que Macron, il a fait une grosse erreur. Il a essayé de diviser le peuple arabe. Il a essayé de diviser les musulmans en s'adressant directement à chaque pays, en disant, voilà, en parlant d'Erdogan, en disant que c'était un enfoiré, entre guillemets, qu'il allait apaiser les choses. Mais de l'autre côté, on a, comment dire, parce que quand on voit les manifestations aujourd'hui en Bangladesh, tout à l'heure, je regardais, ils ont continué à manifester contre la France. Ouais. Quand on voit Le Drian intervenir à l'Assemblée nationale en disant nous sommes, on va dire, nous sommes amis avec les pays arabes et musulmans, etc. Nous n'avons aucun problème avec le peuple, je veux dire, avec les pays musulmans. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a une tension. Quand on nous dit oui, il ne va pas y avoir de répercussions sur l'économie française, on en rediscutera dans 2 ou 3 semaines. Bien sûr. Darmanin qui part en Tunisie et en Algérie, les enfants. C'est pas pour rien. Ouais. Il va essayer de calmer un peu les tensions. Puisqu'on parle d'Algérie, je rappelle que la Constitution a été adoptée donc à la majorité, 66,8% selon les chiffres ce matin, avec une participation de 23% à ce référendum, où ça a beaucoup voté d'ailleurs en France, plus que pour l'élection présidentielle du 12-12. Nassera de Saint-Germain, bonjour Nassera. Bonjour. Bonjour. Merci à tout le monde d'être là pour animer et nous sortir un peu de la grisaille et de ce couvre-feu et ce confinement. Couvre-feu, ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est confinement. C'est confinement. Oui, y a plus confinement, de couvre-feu. Effectivement. Oui. Moi, j'avais plusieurs petites choses sur moi je suis pas Charlie aussi. Et je voudrais rappeler très rapidement que avant de s'appeler Charlie Hebdo, ça s'appelait Harakiri. C'était un journal qui était en faillite et qu'il a commencé à se redresser économiquement quand il est devenu islamophobe et qu'il a tapé sur les musulmans. C'est là qu'il a quand même changé de nom et qu'il a trouvé une manière de reprendre un peu de clientèle. La deuxième chose, c'était sur les déclarations de Macron, notamment sur la chaîne de Jazeera, qui est effectivement un très grand média dans le monde arabe. Donc il ne l'a pas choisi au hasard. Et comme vous le disiez à juste titre, c'est un média que les Français n'entendent pas. Donc il peut raconter ce qu'il veut. Et Macron, c'est quand même quelqu'un qui a une grande qualité, c'est de pouvoir dire à son interlocuteur ce que son interlocuteur a envie d'entendre. C'est vrai. Il a cette force. Absolument. Voilà. Et je dirais même que Macron, c'est surtout un plan de communication. Il n'a pas de programme, mais il a un plan de communication. Il est capable de parler de tout, en disant ce que veut entendre l'interlocuteur de Monsieur Macron. Et comme je l'avais déjà dit sur votre chaîne, c'est pas moi qui le dis, c'est son ancien patron et associé, Monsieur Rothschild. On retrouve sa vidéo sur YouTube facilement, où il dit clairement que c'est quelqu'un qui est un très grand menteur. Carrément. Oui, carrément. D'accord. Carrément, voilà. Bon. Sur le terrorisme, moi je dirais que c'est quand même devenu un mot magique, un mot joker. Dès qu'on veut
attenter aux libertés des uns et des autres, eh ben, on utilise le mot terrorisme, même si c'est du racisme. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout ça, c'est qu'une vaste blague, puisque M. Macron dit une chose sur une chaîne arabe, alors que son Premier ministre dit le contraire aux Français, et qu'en plus, s'il y avait besoin, ils ont mis en place en France un numéro vert de délation. Oui, on en parlait il y a quelques instants. C'est ce qui est incroyable. Tout à fait. C'est ça qui est incroyable. Quand même incroyable et qui confirme bien que M. Macron vise les musulmans. Il faudrait qu'on appelle ce numéro pour voir comment ça fonctionne. On devrait essayer. On va le chercher, on l'appellera tout à l'heure, tiens. On va s'amuser. Oui. Nassera, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai la pub, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler, ma chère Nassera. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre participation et de votre écoute, ma chère Nassera. Je sais que vous êtes une fidèle. Dans un instant, on va accueillir notre invitée. Elle s'appelle Ousnour Sirem et elle est présidente de RAID Rédaction. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, on est tous les jours en votre compagnie, 16h, 18h sur France Maghreb 2, le Grand Forum, votre rendez-vous de liberté d'expression, votre rendez-vous de décryptage aussi de l'actualité sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui à mes côtés Gamal Abina et avec Nasser Lajili et notre invité pour parler de la Turquie et des relations tumultueuses en ce moment entre la France et la Turquie. Nous avons fait appel à une spécialiste, Ousnour Sirem de rédaction, présidente. Bonsoir Ousnour. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. D'abord, qu'est-ce que rédaction ? Alors, Rédaction, c'est un média alternatif que j'ai monté suite à la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 en Turquie, et parce que j'ai constaté qu'il y avait une désinformation constante au sujet des questions liées à la Turquie en France, que beaucoup de questions n'étaient pas traitées de façon objective et impartiale sur ce pays et les Turcs. Donc, c'était vraiment pour équilibrer l'information au sujet de la Turquie que j'ai monté ce média, et actuellement, j'apporte un nouveau regard, un regard différent par rapport à tout ce qui est transmis dans les médias français sur la Turquie. Justement, et en ce moment on en parle beaucoup parce qu'il y a des relations un petit peu tumultueuses, on peut le dire, entre la France et la Turquie, et d'ailleurs des échanges verbaux entre les présidents respectifs que sont Erdogan et Emmanuel Macron. De la Turquie, de quel œil on voit justement ces hostilités entre la France et la Turquie ? De la Turquie, bien évidemment, déjà il faut vraiment expliquer les choses dès le début. D'abord, il faut savoir que la Turquie et la France sont deux alliés historiques qui entretiennent l'une des plus anciennes relations diplomatiques de l'histoire. Donc, du coup, ce sont deux pays alliés, et à la fois, comme je vous ai dit, de deux alliés historiques, mais aussi des alliés au sein de l'OTAN. Et la France entretient une telle relation longue et ancienne avec la Turquie qu'il y a 9 écoles françaises en Turquie, dont 2 écoles sont directement rattachées au ministère de l'Éducation française. Mais depuis quelques temps, malheureusement, ces deux alliés historiques qui entretiennent aussi de très bons rapports commerciaux, il faut préciser ça aussi. Et en 2019, les échanges commerciaux entre les deux pays ont même battu le record historique. Et malheureusement, depuis quelques temps, ces alliés historiques et commerciaux ont des différends dans différentes régions du monde, que ce soit en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale, sur le continent africain et maintenant dans le Haut-Karabakh. Et donc, suite à ces différends dans ces régions du monde, les deux pays, ils ont des conflits complètement divergents et ils n'arrivent pas à trouver de compromis, ils n'arrivent pas à assurer un dialogue sincère et constructif. Et malheureusement, il y a une escalade verbale aussi de la part des chefs d'État. Et donc, du coup, on est en situation de crise. On peut dire qu'il y a un dialogue de sourds entre les deux pays. Et nous sommes vraiment très inquiets de cette ambiance et nous voulons le rétablissement de bonnes relations diplomatiques et politiques entre les deux pays. Alors, Ousnour, avant de laisser la parole à mes camarades, Gamal et Nasser, pour des questions, justement, vous en parliez, le Haut-Karabakh, c'est évidemment un sujet aussi qui sépare un petit peu ces alliés historiques, la France et la Turquie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui de quelle manière la Turquie intervient donc en Azerbaïdjan et dans ce conflit? Est-ce qu'elle intervient, est-ce qu'elle est présente militairement ou est-ce qu'elle apporte simplement un soutien? Elle apporte simplement son soutien. Pour l'instant, elle n'intervient pas militairement.
Et expliquons les choses dès le début, si vous voulez, parce que je pense que les informations sur ce qui se passe dans le Haut-Karabakh ne sont pas réellement impartiales dans les médias français. Donc, le conflit du Haut-Karabakh, c'est un conflit qui dure depuis maintenant 30 ans. Et selon le droit international, selon plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, à peu près 20% des territoires azerbaïdjanais sont occupés illégalement par des forces arméniennes. Donc c'est pas juste la position de la Turquie, mais c'est le droit international qui reconnaît les forces arméniennes comme une force d'occupation. Et donc en 92, il y a eu un grand massacre, le massacre de Khojalı qui a été commis par des forces arméniennes. Il y a à peu près 632 civils azerbaïdjanais qui ont été massacrés, dont des femmes et des enfants. Et malheureusement, la communauté internationale n'a pas empêché ce massacre. Et donc, en 92, il y a le groupe de Minsk qui a été créé avec la participation des États-Unis, de la Russie et de la France pour justement apporter une solution à ce conflit qui dure depuis longtemps. Mais malheureusement, ce groupe n'a pas été efficace. Parce qu'en fait, à la fois en Russie, aux États-Unis et en France, il faut aussi préciser qu'il y a une forte diaspora arménienne. Donc même si ces pays essaient d'assurer le cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la diaspora arménienne a une grande capacité de lobbying dans ces pays, ce qui empêche que ces pays gardent leur neutralité et leur impartialité dans cette question. Et du coup, ce groupe n'a pas été efficace et avec la reprise des conflits dans le Haut-Karabakh, actuellement, des forces arméniennes tuent aussi des civils dans la ville azerbaïdjanaise de Ganja. Et encore une fois, la communauté internationale est silencieuse face à ce nouveau massacre. Donc la Turquie apporte son soutien à son allié azerbaïdjanais et la position de la Turquie est claire. Elle a dit, vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes pas efficace, ça fait 30 ans que ce conflit dure. Et en plus, selon le droit international, il a été reconnu que les territoires azerbaïdjanais sont occupés illégalement. Donc, du coup, nous, on veut mettre un terme à ce massacre et à cette occupation illégale des forces arméniennes. Et la Turquie est vraiment prête à soutenir l'Azerbaïdjan jusqu'au bout pour résoudre cette question. Vos propos correspondent parfaitement avec ceux qui ont été prononcés sur cette même antenne, à savoir l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan qui est intervenu donc il y a quelques jours sur France Maghreb 2. Je lui ai posé exactement la même question, il m'a indiqué la même réponse, c'est-à-dire que la Turquie apporte un soutien, mais non pas un soutien sur le terrain et pas un soutien militaire, contrairement à ce qui se dit dans beaucoup de médias. Ma toute dernière question avant de laisser Gamal et Nasser Lajili, Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé dissoudre une association, une association turque, justement en référence avec des affrontements qu'il y aurait eu sur le sol français entre Arméniens et des Turcs. Donc il accuse cette association d'avoir un petit peu alimenté les choses et d'avoir créé ces rixes qui se sont produits sur notre territoire. De quelle manière vous réagissez? Qu'avez-vous à répondre à Gérald Darmanin? Franchement, Christophe, je voudrais vraiment souligner ici que on a à peu près 700 000 Turcs qui vivent en France et ils ne sont pas tous de nationalité française, mais on en a à peu près 700 000. Donc ces personnes-là sont connues comme des personnes bien intégrées, travailleurs, bosseurs, qui ne posent aucun souci de radicalisme, de séparatisme en France. Donc du jour au lendemain, les médias ils ont commencé à présenter des franco-turcs comme des gens dangereux, des radicaux, des islamistes. Maintenant, on entend de plus en plus de mots comme terroristes, loup gris et tout ça. Donc on ne comprend pas cet acharnement médiatique contre les franco-turcs. Et on peut dire qu'ils ont été désignés un peu comme les boucs émissaires dans cette tension diplomatique entre la Turquie et la France. Et on n'est pas du tout content de cet acharnement contre les franco-turcs. Il faut rétablir les choses aussi. Déjà, en fait, il faut savoir que à Vienne, il y avait des militants pro-arméniens qui ont bloqué une autoroute qui était fréquentée par des franco-turcs. Ils ont blessé 5 franco-turcs, dont un qui était hospitalisé dans un état grave. Donc, suite à ça, il y a des jeunes franco-turcs qui sont sortis manifester dans les rues à la fois à Vienne et à Dijon. Et vraiment, c'était pour montrer qu'ils étaient en colère contre cette injustice, parce qu'apparemment, la police française n'est pas réellement intervenue pour protéger aussi les franco-turcs.
Mais malheureusement, quand ils ont défilé dans les rues, ces images ont été transmises dans les médias comme si c'était des jeunes radicaux, islamistes, séparatistes et tout ça. Et donc, ils n'ont pas du tout raconté l'arrière-plan de ce qui s'est passé à Diane dans cette autoroute A7. Oui. Et donc, en fait, il y a vraiment une diabolisation, un acharnement constant contre les franco-turcs. Et je voudrais vraiment souligner ici que c'est la communauté qui a le plus bas taux de délinquance en France. C'est vraiment des gens qui ne posent aucun souci. C'est bon à rappeler ça, le plus bas taux de délinquance en France pour ce qui est des Turcs. D'abord et en premier lieu, Gamal, il faut présenter toutes nos condoléances à la Turquie qui a connu un tremblement de terre violent, je crois qu'il a fait plus de 80 morts dans la région de Izmir, qui a été même jusqu'en Grèce, je crois d'ailleurs, il y a eu des répercussions. Donc d'abord, toutes nos condoléances au peuple turc, bien sûr, dans cette dure épreuve. Gamal, Oznur Siren est avec nous, présidente de rédaction. Bon, je ne ferai pas semblant de dire que je ne connais pas Oznur, c'est une très bonne amie que je soutiens dans son combat, dans son travail de communication et de contre-propagande, parce qu'il faut parler propagande. Je note que l'histoire de France est très intéressante en termes de paradoxe. La France est sauvée par les Turcs, la sublime porte. François Ier fait appel aux Turcs pour faire face à ses ennemis européens. C'est une chose. Je note surtout, et ce n'est pas anodin, que la Turquie militaire est donc totalement antidémocratique, la dictature militaire qui va se répandre dans certains territoires, ne posait aucun problème à la France à l'époque, les condamnations de pure forme, et que quand ça devient une démocratie, ça devient problématique parce que la couleur du démocrate ne plaît pas. Donc ça, c'est une chose qui est dite. Ensuite, que la Turquie est une volonté d'exister dans le passé et de redevenir une grande puissance, on peut le comprendre, tous les pays aspirent à ça. En revanche, la propagande anti-turque française est malsaine parce qu'elle est portée vraiment à bout de bras par des gens d'extrême droite, et je l'affirme, qui sont souvent, malheureusement, des Arméniens d'extrême droite, et qui mettent le paquet pour donner une image détestable des Turcs qui n'ont effectivement, il faut le souligner, rien à se reprocher en termes de présence en France. Ils sont parfaitement intégrés, parfaitement travailleurs, très peu délinquants et très discrets. C'est ce qui fait leur qualité. Donc la question que je poserai à Oznur, simplement, que je te poserai, c'est qu'il y a à peu près 500 000 Turcs enregistrés en France, plus ou moins bien intégrés, on dira, pas à la France, mais plus ou moins bien intégrés à la Turquie, mais pas à la France, qui sont très intégrés à la France. Est-ce que ces 500 000 Turcs sont inquiets ? Est-ce qu'ils représentent un poids électoral suffisant pour contrebalancer la propagande? Et est-ce qu'ils ont l'intention aujourd'hui de s'organiser en groupe de pression, de lobby, comme le font très bien les Arméniens qui sont moins nombreux, pour pouvoir enfin porter leur voix face à cette propagande vraiment obsessionnelle du gouvernement et des médias? Et j'y rajouterais, si vous permettez, est-ce qu'ils vont répondre à l'appel de Erdogan, à savoir rentrer en Turquie? Malheureusement, bien évidemment, ces franco-turcs sont vraiment inquiets de cet acharnement médiatique, comme je vous ai dit. C'était des personnes qui n'ont posé aucun souci à la France. Au contraire, en fait, parmi nous, on a vraiment des hommes d'affaires très influents qui contribuent directement à l'économie française. Donc, du coup, et ces gens sans aucune délinquance ou des soucis de radicalisme, du jour au lendemain, ils sont devenus un peu des monstres à abattre en France par l'extrême droite. Donc, on ne comprend pas. Et ce qui est aussi ce que j'ai posé sur mon compte Twitter à M. Darmanin, on a constaté qu'il y avait des membres de Génération Identitaire qui préparaient une attaque contre une mosquée. De la même manière, on a constaté des Arméniens qui ont menacé des journalistes de TF1, de Libération, qui ont carrément menacé de mort le député Jérôme Lambert. Eux, ils n'ont aucune inquiétude en fait par rapport à la justice. Ils ne sont pas du tout diabolisés dans les médias, mais du jour au lendemain, ces franco-turcs qui n'ont jamais vécu de problème de radicalisme ou quoi que ce soit, ils sont montrés, ils sont érigés en statut de monstres. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'était vraiment dans un laps de temps très court que les franco-turcs, ils ont été diabolisés dans ces médias. Donc on pense qu'il y avait vraiment, que c'était quelque chose d'orchestré, de planifié en avance. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc du coup, il y a une partie des franco-turcs qui ont vraiment peur de ces situations actuelles et qui veulent retourner définitivement en Turquie. Il y a une autre partie, bien évidemment, qui veut chercher ses droits en France, qui veut rétablir la vérité de qui nous sommes. On veut vraiment faire entendre au gouvernement qu'il y a parmi nous des gens qui ont voté pour le gouvernement de Macron. Macron est le président de tous, pas seulement des Arméniens ou d'une partie de la population. Il nous représente aussi. Donc, on veut vraiment prendre la parole aussi dans les grands médias pour expliquer qui nous sommes. On veut dire qu'on n'est pas des radicaux, on n'est pas des séparatistes. Au contraire, on contribue directement à l'économie et à la vie active de la France. Donc, on veut vraiment présenter qui nous sommes.
Et je pense que la plupart veulent quand même aller jusqu'au bout en France, parce que c'est aussi leur pays. Il faut vraiment préciser. Enfin, la plupart de ces franco-turcs, ils sont nés en France, ils sont français. Ouais. Et moi, je suis turque de Turquie, donc du coup, dans mon cas, c'est un peu plus différent. Mais ces gens, ils sont français, donc ils ne vont pas quitter leur pays juste parce qu'une partie de l'extrême droite les évolue en ce moment dans les médias, sans aucune preuve. C'est-à-dire, par exemple, hier, ils ont dit qu'ils ont trouvé des tags sur des mémoriaux à Dessin, et ils ont afirmé que c'était des franco-turcs, alors qu'en fait, je voudrais quand même apporter quelques précisions. Le groupe qui s'appelle les Lougri en Turquie, c'est un groupe qui appartient au parti d'extrême droite, le MHP, le MHP en turc. Et donc, du coup, ces gens ne vont jamais écrire des tags comme Lougri en français. C'est l'extrême droite turque, ils vont écrire en turc. Enfin, c'est tellement gros comme mensonge. Donc, du coup, moi, j'ai demandé les preuves de caméras de surveillance pour savoir si c'est réellement des franco-turcs qui ont fait ces tags. Et comme je vous dis, ça fait quand même 50 ans que les Turcs sont ici. C'est pas juste hier que ils ont décidé de faire des tags à des signes contre les Arméniens. Sirène, je n'ai posé aucun souci. Madame Sirène, donc ici avec nous, Osnour. Franchement, Erdogan, il abuse pas un peu quand même de temps en temps sur le fait, par exemple, qu'il déclare que notre président Macron a un problème de santé mentale. Est-ce qu'il a parfois des déclarations un petit peu... Voilà, c'est outrageant de facto. Et deuxièmement, est-ce qu'il a cette volonté, comme beaucoup le pensent, de vouloir s'ériger comme le représentant du monde arabe, du monde musulman, pardon? D'accord. Donc, Monsieur Erdogan, il a vraiment un langage assez particulier. Il a un peu sanguin. Ouais. Il a vraiment son caractère à lui qui est bien particulier. Enfin, par exemple, vous avez vu au sommet de Davos avec le fameux 20 minutes. Enfin, quand en fait il se sent, il sent qu'il vit une injustice et il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, en fait, il peut être dur dans ses propos. Bien évidemment, on peut cautionner ou ne pas cautionner, c'est pas ça le souci. Mais de l'autre côté, on a vu aussi des caricatures qui rabaissent, qui humilient le prophète de presque 2 milliards de musulmans sur Terre. C'est un pays musulman, la Turquie? Osnour, la Turquie est-il un pays musulman? La Turquie, c'est un pays laïque à majorité musulmane. Il faut vraiment préciser ça parce que dans les médias, la Turquie est présentée comme un pays islamiste ou la République islamique, ils disent. Je vous pose la question c'est un pays laïque au même titre que la France, mais c'est un pays à majorité musulmane. C'est-à-dire on a aussi une minorité chrétienne et juive dans le pays. Même en fait, d'autres confessions aussi existent en Turquie, mais en fait, c'est un pays à 98% musulmans. Et donc, du coup, je vous disais, donc, l'Élysée a jugé que les propos d'Erdogan étaient inacceptables, mais à côté, ils disent que insulter le prophète de 2 milliards de musulmans, c'est acceptable. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est encore une fois la question de la liberté d'expression et ses limites. Donc, oui, mais est-ce que Erdogan a cette volonté, justement, de devenir le représentant du monde musulman? Et disons que Erdogan, il n'a pas ce projet, mais avec en fait les actions du gouvernement d'Erdogan depuis maintenant 2002, donc c'est-à-dire en faisant de la Turquie le pays le plus généreux du monde en termes d'aide humanitaire, en accueillant le plus grand nombre de réfugiés dans le monde, la Turquie, Erdogan a commencé à attirer en fait la sympathie des musulmans du monde. En plus, il a toujours défendu les droits des musulmans opprimés dans le monde. Il a toujours défendu l'idée selon laquelle le monde est plus grand que 5, en faisant référence aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, du coup, petit à petit, c'est peut-être pas le projet initial d'Erdogan qui a fait ça, mais c'est vraiment les musulmans du monde entier qui ont commencé à voir Erdogan comme le chef du monde musulman. D'accord. Il est devenu le chef malgré lui, alors. Qui ont fait de lui ce leader. Ouais, il est devenu le chef malgré lui. Nasser Lajili, question à poser à... Alors moi, j'ai pas de question, mais c'est plutôt une analyse, parce que bon, on est très critique envers Erdogan, mais alors moi, je suis pas du tout pro Erdogan, hein. Mais le ressenti de beaucoup de gens qui sont en France, beaucoup de musulmans, on peut dire ce qu'on veut, ont, on va dire, apprécié la manière dont Erdogan a interpellé Macron. Absolument.
Donc ça, il faut pas le négliger. Il faut dire la réalité. Beaucoup de gens dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays, auraient voulu que ce soit des pays musulmans qui interviennent, arabes, qui interviennent de la même manière que Erdogan, comme il l'a fait dernièrement. Et d'ailleurs, ça a suscité une grosse réaction. Vous disent que notre président il a un problème de santé mentale, ça vous va? Moi, c'est pas que ça va. Attendez, ça vous va, ça? Non, moi, ça me c'est va de la pas. diplomatie, ça, messieurs. Alors, faudrait que ça nous choque autant quand Sarkozy disait « Casse-toi, pauvre con » à un Français qui était en France et qui était... C'est pas la même chose, là, ça n'a rien à voir. Je vais encore plus loin. Oui, Gamal. Kadhafi est un fou. C'est bien tous les abrutis de dirigeants français qui disaient ça. Je dis bien Kadhafi est un fou. Kadhafi est un universitaire très éduqué qu'on a traité de fou. Ensuite, il disait la même chose de Khomeini, c'est un malade mental. On entendait toute insulte. Saddam Hussein était un lâche, un fou, un pleutre. Bon, c'est bien amusant, mais quand un occidental insulte un type du Sud, c'est catastrophique. Et quand un type du Sud dit que l'autre est pas équilibré mental, parce qu'effectivement, son action n'est pas très logique. D'un côté, il parle d'apaisement, de l'autre côté, il met de l'huile sur le feu. Effectivement, il est normal que M. Erdogan ait une action forte dans ses propos. Et je suis désolé, mais c'est pas les derniers à insulter les arabo-musulmans. On se souvient de la façon Reagan parlait de Kadhafi aussi en traitant de chien enragé. Il faut se rappeler de ça, parce que moi je veux bien qu'on dise diplomate. La diplomatie elle a deux sens. Quand on voit la façon dont Kouchner parle des Arabes, je peux ranger les couches. Absolument. Donc cette diplomatie de façade, il a au moins le courage. On parle des présidents, Gamal. Mais on parle des présidents. On parle des présidents. Si tu veux aller sur ce rythme-là, je veux parler aussi des propos du vice-ministre de la culture turque. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Ça c'est autre chose. Ça c'est pas acceptable. Ça je suis d'accord avec toi. Mais quand on parle des présidents, oui, Ousnour, allez-y, Ousnour. Je me souviens pas exactement de la phrase de Trump envers Macron, mais Trump aussi avait en quelque sorte insulté Macron. Donc pourquoi ils n'ont pas répondu de la même manière envers Trump à l'époque? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, au sujet de la phrase du tweet du vice-ministre de la Culture, bien évidemment, je cautionne pas ça, mais en fait, je pense qu'avec ce message, il a voulu vraiment, encore une fois, transmettre le même message choquant, mais jusqu'où on peut être libre dans notre expression, en fait. C'est ça la question. Après, le message, il fait suite à quoi? L'expression sans limite en France n'est pas reconnue, par exemple, par des pays comme la Suisse et le Canada actuellement, mais il y a même des archevêques en France qui sont contre, qui s'opposent au droit au blasphème. Il faut voir à quoi il répond aussi, parce qu'on oublie toujours l'origine de l'insulte. C'est un dessin d'une vulgarité édifiante, dans lequel il aurait pu, ce dessinateur attardé, insulter M. Erdogan. Il a le droit, il peut, ça l'amuse. Mais il n'a pas insulté Erdogan, il a parlé du prophète. Et en cela, c'est un destin de cradingue. Voilà, c'est clair. Dites-moi, Ousnour, petite question aussi, parce que beaucoup de choses se disent sur la Turquie, donc notamment de sa présence, de son intervention en Libye. Beaucoup disent, d'ailleurs j'ai vu moi des images à l'appui, alors peut-être qu'elles sont trafiquées ou pas, c'est ce que vous allez tenter de nous dire, que la Turquie aurait envoyé des terroristes qu'elle aurait récupérés de Syrie en Libye. Est-ce que c'est vrai, vous confirmez ou pas? On parle de 2-3 avions qui auraient été envoyés, des terroristes de Syrie par la Turquie en Libye. Déjà, au sujet de la Libye, la France, c'est vraiment, je pense que... Non, mais on parle pas de la France, on parle de la Turquie, Ousnour. Oui, je sais, mais je voudrais quand même apporter quelques précisions en fait sur ces désinformations au sujet de la Turquie, parce que la position de la France est vraiment assez inquiétante. Parce que, en fait, la Turquie, depuis le début dans ce conflit en Libye, a soutenu le gouvernement d'union nationale qui est internationalement reconnu. Et en fait, ce qui a vraiment dérangé la France dans cette affaire, c'est que la Turquie a signé un accord de coopération maritime et sécuritaire avec ce gouvernement qui a renforcé sa position dans la Méditerranée orientale. Et de l'autre côté, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a toujours soutenu le maréchal Haftar, qui est maintenant considéré par plusieurs ONG comme un criminel de guerre. Et la France, selon les thèses de la France, la Turquie viole l'embargo sur les armes imposées à la Libye. Alors qu'en fait, on a aussi trouvé des missiles anti-char Javelin dans une base de Haftar qui appartiennent à la France. Donc du coup, il y a beaucoup de paradoxes dans la politique de la France, ce qui fait que il y a constamment un acharnement médiatique encore une fois. Sur ma question, Ousnour, sur le fait que la Turquie aurait envoyé des terroristes en Libye, venus des terroristes de Syrie. C'est quoi votre définition de terrorisme, monsieur? Enfin, je veux dire, Christophe, comment ça, c'est quoi ma définition de terrorisme? Regardez, par exemple, selon nous, la France aussi soutient des terroristes en Syrie. C'est-à-dire, c'est quoi les terroristes pour nous? Et les YPG, les unités de... Oui, on se souvient de la phrase de Fabius qui avait dit « El Nosra fait du bon boulot en Syrie ». Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais... Justement, des terroristes, c'est quoi? Ce sont des gens, effectivement, qui appartiennent à des groupes radicaux, qui ont commis des actes, des attentats, qui ont persécuté une population civile en Syrie. Et c'est ce que je vous dis, par exemple, la Turquie a collaboré aussi un petit peu avec eux, quoi. Selon la Turquie, la France soutient actuellement des terroristes, c'est-à-dire les YPG, en Syrie, pour la Turquie et pour
plusieurs responsables américains. Les YPG, c'est la branche syrienne du groupe terroriste PKK qui est reconnue comme une organisation terroriste par la France. Oui, donc la France soutient activement les YPG en disant que ce sont des combattants qui combattent avec eux dans la coalition internationale contre Daesh. Ouznour, question simple à laquelle vous m'avez toujours pas répondu. Oui ou non, la Turquie a envoyé... Bien évidemment, non, la Turquie ne soutient pas. Voilà. Enfin, c'est des groupes d'opposition à Bachar al-Assad qui ont combattu en Syrie avec la Turquie contre le terrorisme des YPG. Il faut vraiment bien souligner cette différence entre les terroristes et les groupes d'opposition. Comment vous voyez l'avenir entre la France et la Turquie? Ce sera ma dernière question, Ouznour. Est-ce que vous pensez que ça va s'apaiser? Est-ce que tout va rentrer dans l'ordre? Est-ce que les échanges qui étaient au beau fixe vont reprendre plus que jamais? Alors moi, je pense qu'il faut vraiment mettre un terme à cette politique de la carotte et du bâton envers la Turquie. Il faut vraiment savoir que la Turquie, c'est pas un pays du tiers-monde à qui on peut imposer des sanctions, des menaces, des chantages. Parce que vraiment, ce langage, ça fait que renforcer un ressentiment anti-français et un euroscepticisme très fort en Turquie. Et c'est un très beau pays, la Turquie. Avant, c'était un pays vraiment qui était très favorable à la France, qui le voyait comme un modèle de la démocratie, des droits de l'homme et tout. Et de plus en plus, avec ce gouvernement de Macron qui a commencé à donner des leçons de démocratie, de droit et tout à la Turquie, tout en faisant encore pire dans son pays. Donc, comme je vous dis, les Turcs, ils sont révoltés. Maintenant, ils veulent vraiment un discours d'apaisement avec la Turquie. Ils veulent que la Macron traite la Turquie égal et égal et qu'on arrive à assurer une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Eh bien, c'est ce qu'on espère aussi. Juste à l'instant. Oui, mais là, on arrive à la fin, là. Très rapidement. Luc Ferry, dans Valeurs Actuelles, a dit quoi? Je cite, c'est pour ça que c'est intéressant. La liberté d'expression, c'est bien beau, mais les caricatures du prophète sont à la limite de la pornographie. Luc Ferry qui dit ça? Sur Valeurs Actuelles. Ça m'étonne. Incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, Ouznour. Et si vous le voulez bien, avec votre accord, j'hésiterai pas à vous rappeler pour qu'on comprenne un peu ces relations tumultueuses. Et puis, s'il faut parler de la Turquie, on fera appel à vous, ma chère Ouznour, d'accord? Merci beaucoup, Christophe. C'est un plaisir pour moi. Merci, pareillement. Merci. À très bientôt. Ouznour Sirène, donc, qui était avec nous, présidente de rédaction sur France Maghreb 2. Ici, on pose des questions franchement et elle nous apporte des réponses aussi franchement. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio. France Maghreb 2, c'est le LGF avec Gamal Abina et avec Nasser Lajili. Alors j'avais promis qu'on appellerait ce fameux numéro de téléphone qui vise à dénoncer des personnes radicalisées. Alors, Stop Djihadisme, c'est ça? Voilà. Alors on va appeler ce numéro. D'ailleurs on peut... voilà. Hop. C'était quoi déjà? Hop. 0800. Voilà. C'est quoi la suite? Je me rappelle plus. 00, je peux dire bêtises. 005 696. Voilà, on balance. Hop, et on appelle. Alors, on va voir ce qui va se passer quand même. On appelle, hein. Voilà. Deuxième sonnerie. Stop Djihadisme. Essayez de leur poser la question, à quoi ça sert? Quel est l'objectif? Très bonne question. Ah oui. Absolument. Déjà, faut pas être pressé. Hein. Ah non. Jed, fais gaffe, on va te dénoncer, mon vieux. Ah. Vous êtes bien au numéro national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. Oh, il y a de la délation dans l'air. Mais c'est quoi ça? Ça bosse. Oh là 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 là. Je crois que c'est un répondeur en plus. Ils ont même pas envie de répondre en fait. Il y a trop de monde. Bon, bah écoutez, on retentera demain. Moi je pense que c'est de la communication tout ça. Bah oui. Mamadou. Il est où Mamadou? Hop. Mamadou de Grenoble, salut. Mamadou. Ah bah il s'est barré. Bon, très bien. Bon, on retentera parce que c'est quand même incroyable. Moi, ça m'effraie. Ça m'effraie, messieurs, quand je vois ça. Ah non, mais c'est grave. Oui. Et je pense qu'ils sont en train de communiquer, quoi. Ils sont en train de faire de la communication. Et là, on voit. Hein. Donc, il est 17h, 18h. Et c'est déjà saturé. Et c'est déjà saturé. Donc, j'aimerais bien savoir le résultat. Alors qu'on a un dangereux criminel qui est en train de manger derrière. Oui, c'est ça. Bah, nous, on voulait justement parler du cas de Medjed. Parce que bien sûr, il était en train de boire un thé à la menthe. Donc, je me suis dit, ça sent la menthe, c'est pas bon, ça. Non, mais si. Qu'est-ce que t'as mangé, Medjed? Ah, c'est pas net. C'est ça. Ah, bah voilà. Des chouquettes. Bon, bah ça va. Un thé à la menthe, ça sent la radicalisation, Medjed. Fais gaffe. Il a pas pris le bon vin, il a pas pris du porc, c'est pas sérieux. T'as pas pris du porc, Medjed, ça va pas. Bon, tiens, je prends un appel en direct. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Oui, salut Mamadou. Oui, je suis là, je suis pas parti. Bon, qu'est-ce qui se passe Mamadou? Vite, on conclut l'émission là.
Ouais, mais c'est que votre sujet, que la France demande pardon, les tirailleurs sénégalais, il n'y a pas que seulement, on a tous, un destin commun. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui, absolument. En direct. Français, moi, Nadia Belkacem, quand elle est venue à Grenoble, elle faisait partie. On a des diversités qui sont parties à la politique française. Il y a même, Philippe Grenier, qui était français, qui était député, qui était musulman. C'est qui a le problème, ce n'est pas une question de cela, parce que c'est une question du pouvoir politique. Et la politique, c'est donnant-donnant. Si toutefois que nous, je n'accuse pas, je n'arrête pas, c'est pas tous les musulmans qui sont radicalisés. Quelqu'un peut être radicalisé un jour par sa compréhension. C'est ça. La responsabilité, je suis pas responsable, ce qui ne dépend pas de moi, ce qui ne vient pas de moi, je suis pas responsable. Mais Valérie Pécresse, il a dit aujourd'hui, les enfants qui ne sont pas, rendre hommage, qu'on accuse les parents. Que le professeur regarde ces propos-là, au lieu d'accepter la différence, la détestation du dégoût qui est le synonyme du racisme. Merci Mamadou, parce que là on termine l'émission. En tout cas, merci, on t'a entendu pour aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, une belle émission encore une fois. Demain, on sera avec Rudy Kazi, avec Besma Maghrebi. Demain, entre 16h et 18h. Et une interview à ne pas manquer demain, le professeur Christian Perron, qui lui remet en cause très fortement les tests PCR. On en reparlera avec lui, il sera mon invité exceptionnel demain entre 16h et 18h. Mercredi, on sera avec Pierre-Henri et avec Razik Mehti. Jeudi, on aura... Oula, du lourd jeudi. On aura Emmanuel Dupuis, on aura Sherazade Bimorgan et Raouda qui seront avec nous. Et vendredi, Farid Tamsamani, Tarek Mami et Khadija Ben Ramdan qui seront avec nous. Donc une belle semaine de chroniqueurs tout au long de cette semaine sur France Maghreb 2. Merci mon Gamal. Merci mon Nasser. Merci à toi Christophe. Une excellente, on a bien commencé la semaine. Et on est confiné à notre manière. Mais Jen, le thé à l'amande, ça c'est pas bon, attention. Ça sent la radicalisation mon vieux. Et Mohamed, on connaît. Et qui plus est que tu t'adresses qu'à des auditeurs qui ont des noms à consonance. Et ça devient problématique aussi. Maghrébine. Maghrébine, absolument. Maghrébine. Bonne soirée à tous, restez bien fidèles